Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S907 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 24 octobre 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Adobe se lance dans la vidéo générative. Nikon offre le Content Credential au Z6 III et IPLN ouvre une nouvelle boutique à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Lors de la conférence Adobe Max 2024 qui s'est déroulée du 12 au 16 octobre dernier à Miami, l'incontournable éditeur a dévoilé ses nouveautés et ses orientations futures. L'IA générative avec Firefly est bien entendu au cœur des discussions. Lancée l'année dernière, elle a été utilisée pour générer plus de 13 milliards d'images. Cette année, Adobe annonce son arrivée dans l'univers de la vidéo et son intégration dans le logiciel Premiere Pro. Au programme Generative Extend, c'est-à-dire une aide au montage avec génération d'images vidéo pour étendre les clips, lisser les transitions et prolonger les prises de vue. Et puis Text to Video et Image to Video, génération d'images vidéo depuis des prompts texte et photos avec la possibilité d'accéder à divers contrôles de caméra tels que l'angle, le mouvement et le zoom et même d'utiliser des images de référence pour la génération de plans B-roll. Le modèle Firefly Video est proposé pour l'instant en formule bêta publique limitée. Réservé donc à une sélection restreinte d'utilisateurs, il est possible de se mettre sur liste d'attente pour accéder à cette bêta depuis le site d'Adobe. À l'occasion toujours de la conférence Adobe Max, Nikon vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'un firmware pour leur tout nouveau Z6 III qui offrira la fonction de Content Credential qui est basée sur les normes établies par le C2PA pour Coalition for Content Provenance and Authenticity, initié par Adobe Twitter et The New York Times en 2019 et rejoint par Nikon en 2022. Cette fonctionnalité a pour ambition d'offrir une sorte de certificat de traçabilité aux images qui permet de prouver leur origine, leur authenticité et les éventuelles manipulations qu'elles ont subies afin de protéger les photographes. Cette technologie existe déjà chez Leica, sur le M11P et chez Sony, sur les A9 III, A1, A7S III et A7 IV. Canon, pour sa part, a annoncé son arrivée prochaine sur les R1 et R5 Mark II. Le lancement du nouveau firmware du Nikon Z6 III est prévu dès mi-2025 auprès d'agences de presse et plus largement par la suite. Il en sera sans doute de même pour le Nikon Z8 et le Nikon Z9. Et enfin, pour terminer, IPLN, revendeur spécialisé incontournable de Lyon et en ligne, vient d'ouvrir une nouvelle boutique en plein cœur de Paris, à côté de la place de la République. On écoute Ronnie Student, le directeur du retail, nous parler de cette nouvelle adresse. IPLN a ouvert à Paris, dans le 10e, 3 rue Lucien Sampey. Déjà, c'est un grand plaisir, une grande fierté pour nous de pouvoir avoir une adresse parisienne, de pouvoir accueillir nos clients dans ce lieu qu'on a voulu convivial, épuré, à l'image de ce qu'on essaie de proposer, avec la possibilité pour les gens de venir découvrir les produits, discuter avec des conseillers, passer un bon moment, comme on a toujours essayé de le véhiculer. Pour revenir effectivement sur l'historique de cette adresse, c'est pas nouveau pour nous, puisqu'on était déjà dans ces locaux-là depuis une petite douzaine d'années. On avait le Ricoh Imagine Store, donc boutique 100% de revente de matériel Ricoh, que l'on possédait déjà. Et c'est vrai que faisant son chemin dans la deuxième partie de l'année 2023, dans les premiers temps de l'année 2024, a commencé à naître dans notre esprit le projet de réutiliser, de réadapter cette boutique. C'est vrai qu'elle tournait, mais on va dire, on imaginait pouvoir faire beaucoup mieux, beaucoup plus, et surtout pouvoir diversifier évidemment l'offre. Et aujourd'hui, ça y est, c'est enfin le cas avec cette nouvelle boutique qui est ouverte, 140 mètres carrés, avec l'ensemble de toutes les grandes marques qui seront présentes maintenant. IPLN Paris, c'est donc à retrouver aux 3 rue Lucien Sampex dans le 10e arrondissement. Pour célébrer comme il se doit l'ouverture, la team IPLN a prévu jusqu'à la fin du mois des offres exceptionnelles sur des produits des plus grandes marques, un grand jeu concours avec 3 000 € de matériel photo et vidéo à gagner, et enfin une Creators Week avec un cycle de conférences, workshops et démonstrations produits. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Bon, moi, les nouveautés Adobe, elles me fascinent. Alors, elles ne sont pas
hyper simple à comprendre et à cerner. Mais bon, on sent quand même qu'on se dirige clairement vers une espèce d'automation totale et généralisée. Là, on est capable de rallonger des clips vidéo pour faciliter le montage. Et à mon avis, on n'en est qu'à l'étape 1 de toute cette histoire. Oui, on va reparler un tout petit peu plus tard dans cette émission d'intelligence artificielle, petit teasing, mais il est évident que c'est fascinant et pour utiliser ne serait-ce qu'en photo les derniers outils de Adobe pour remplacer des éléments, on se rend compte à quel point c'est puissant. Donc oui, il faut suivre ça de près et il faudrait qu'on consacre une émission entièrement, je crois, à la vidéo et l'intelligence artificielle. Et comme on devrait le faire aussi en photo. En photo, on en parle régulièrement. Il y a beaucoup de choses à dire. Et tu as raison, il faudrait aussi le faire en photo. En photo, on en parle régulièrement, ne serait-ce que les fonctionnalités aussi, liées à l'IA, au deep learning qui sont intégrées maintenant dans les appareils. Donc, on le fait. Maintenant, il faut éduquer. C'est deux choses très différentes. Toi, dans ton magasin, tu as des questions un petit peu dans ce sens sur ce qui est embarqué dans les appareils, les outils, ce qui n'est pas forcément visible. Ouais, alors, au magasin, hein, ce qu'on constate, c'est vraiment... c'est coupé en deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a le grand public qui est friand de l'intelligence artificielle, qui voit ça comme un outil de retouche exacerbé très puissant. Et puis de l'autre côté, le monde professionnel qui, lui, est prudent et souhaite... un encadrement, et c'est ce qu'on retrouve sur les boîtiers chez Leica, Nikon, Canon, et tout le monde va suivre finalement. Donc l'intelligence artificielle est exceptionnelle, il faut vraiment prendre part à ça, mais il va falloir effectivement le réguler, il va falloir accompagner ce développement parce qu'on est sur l'étape 1, oui. Oui, puis c'est très intéressant parce que dans la même actu, dans la même rubrique cette semaine, on a à la fois donc ces avancées d'Adobe, puis on a à la fois aussi cette espèce de bouclier, ou du moins cette norme d'authenticité des fichiers qui est brandie un petit peu comme un étendard pour les photojournalistes, de plus en plus par les marques. Qui met un temps fou à s'implémenter, je trouve. J'ai du mal à comprendre. Alors pourquoi. Oui et non. Là, on annonce des trucs qui vont arriver mi-2025, mais pas pour tout le monde, machin. Enfin, ça me paraît ça doit être beaucoup plus compliqué que ce qu'on ne le croit d'implémenter ces fonctionnalités-là. Non, mais je crois que comme tu viens de le dire très bien, il y a une forme de sagesse aussi chez les photographes pros, chez les agences. Le temps d'absorber toutes ces normes, de mettre des protocoles en place. Après, je vais mettre beaucoup de conditionnels de guillemets à tout ce que je dis, mais j'ai quelques infos aussi, que ce soit au sein de l'AFP par exemple, ou d'autres photojournalistes qui bossent aussi en freelance, mais qui regardent ça de près. Et c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Mais je trouve que la démarche est bonne. Il y a déjà des logiciels qui existent, qui sont utilisés par les grandes agences pour détecter les manipulations d'images. Ça existe déjà. Donc, on ne part pas de zéro non plus, quoi. Je pense qu'effectivement, il faut prendre le temps. Ça peut sembler long, mais il faut prendre le temps parce que un photojournaliste, il n'écrit pas une histoire, il écrit l'histoire. Et vraiment, ces verrous-là... il faut vraiment prendre le temps de les développer, de les travailler et que ça devienne une norme qui pourra aussi protéger la profession de photojournaliste. Et c'est primordial à mon avis. Benjamin, on continue notre petite revue de presse du mois d'octobre et cette semaine, tu nous parles du sommaire du vénérable magazine Chasseur d'images. Oui, après Réponse Photo, la semaine dernière, quelques jours après, sort le numéro 461 de Chasseur d'images, avec un entretien qui concerne l'avocate et photographe Joëlle Verbruge. Tiens donc. À l'occasion de la sortie de son ouvrage sur l'intelligence artificielle. Nous y reviendrons. Deuxième teasing. Un autre passionnant entretien avec le photojournaliste Stéphane Gladieux sur son travail mettant en lumière des cultes ancestraux au Bénin. C'est vraiment un très beau travail et un propos que je vous invite à lire. Et bien sûr, des tests avec le R5 Mark II en guest star, dont les mesures sont mises en parallèle avec celles des concurrents sur le même segment. Il y a aussi les bancs d'essai du Nikkor Z 35 mm 1.4, qui suit donc le 51.4 sorti un petit peu plus tôt cette année. Positionnement compliqué pour cette optique. On y reviendra dans les guides optiques. En tout cas, c'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui qui concerne donc les transstandards. On a aussi le Sony 85 mm f1.4 G Master 2 et le Tamron 50-300 mm qui est presque un transstandard, mais qui ne l'est pas. Et puis un petit clin d'œil à l'endroit de nos confrères de Phototrend qui ont réalisé des entretiens avec les principaux fabricants d'appareils optiques à l'occasion du Salon de la photo.
et dont l'entretien avec Franck Bernard, PDG de Fujifilm France, a été relayé par le site Pétapixel. C'est pas tous les jours. Oui, ils sont relayés par tous les sites de rumeurs aussi. Les interviews Ça, j'en parle pas. Les sites de rumeurs, pour moi, c'est pas de l'info. Les interviews sont décryptées. Mais Pétapixel, c'est un site fiable, comme dit Peer Review. Et donc, c'est un clin d'œil et bravo pour leur boulot. Tiens, tu parles de chasseurs d'images. Moi, quand on parle de chasseurs d'images, ça me fait naturellement penser à Montier-Anderre. Romuald, toi, tu as une place spécifique à Montier. Tu peux nous expliquer ? Alors, Montier-Anderre... Ce festival, il a commencé sur un coin de table il y a presque 26-27 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il y a une vingtaine d'années, lors de nos échanges nourris avec Canon, on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc à faire. Et puis on est maintenant partenaire depuis 20 ans du festival de Montier-Anderre avec des photographes qui nous sont fidèles, qu'on a plaisir à retrouver chaque année. C'est une ambiance, Montier-Anderre. Le magasin de Lille s'est nourri de cette ambiance lors de ce festival. Et vous pouvez me couper les deux jambes, j'irai en marchant sur les mains à Montier-Anderre. Et c'est des gens que tu vois à Montier que tu ne vois pas du tout à Lille ? Alors, ils en profitent pour venir me rendre visite à Lille. Mais c'est vraiment une clientèle qui est très très orienté sur la photo animalière, passionné. C'est souvent la photo animalière une passion secondaire qui découle d'une passion primaire. Donc la photo est un outil. Et puis, comme toutes les passions, c'est totalement déraisonnable, mais extrêmement intéressant. Non, mais c'est complètement déraisonnable. C'est-à-dire que sur le site de J. Faumont à Montier-Anderre, c'est le seul endroit de ma vie où j'ai vu des stands sur des tréteaux avec en arrière-plan des cartons de super téléobjectifs et des mecs qui repartaient avec des cartons sous le bras. Enfin, c'est quand même assez dingue. Qu'est-ce que tu auras en stock cette année à Montier ? Ah, beaucoup de choses. J'espère. Alors, les longues focales, les téléobjectifs. Alors, sur Montier-Anderre, je suis partenaire de Canon, exclusivement. Donc, on espère avoir les nouveautés en produit. Et la nouveauté ? La nouveauté, alors, les deux nouveautés. On parle bien sûr du R5 Mark II, c'est ça ? Oui, et puis son grand frère aussi. On aura les oui, tout vrai, premières. Pardon. Les tout premières seront là. On aura également toutes les belles longues focales, le 100-300, le 400-2.8, le 600. Beaucoup d'objectifs macro également. C'est quelque chose qui plaît beaucoup, la macro. Ça permet de faire des photos qu'on ne peut pas faire à l'œil nu. Donc, c'est toujours très, très sympa. Et puis, le R7, qui est un boîtier best-seller. Pour cette discipline-là, il est quand même pas mal. Faudrait en faire une série limitée Montier-Anderre avec un petit logo. Et ce serait sympa. Ouais, le 100-300 2.8, j'ai eu l'occasion de le tester avec le R1 justement. Mais quelle optique de lui, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On en avait parlé avec Franck Séguin, ses micros, donc le chef des photographes de l'équipe, qui l'avait essayé notamment à Roland-Garros. C'est une optique vraiment à part extraordinaire, quoi. Ouais. Ça laisse présager. On voit là où vont les marques et plus particulièrement Canon. J'avais posé la question à Canon et un 300-2.8 fixe. On m'a répondu, t'as vu les courbes optiques ? Alors, c'est pas des courbes, tellement c'est plat et tellement c'est haut. On les voit plus, quoi. Mais... Oui, des choix forts qui sont opérés. Sony va sur un 300-2.8 fixe, Canon sort ce 100-300-2.8. On y reviendra dans la partie optique consacrée au téléobjectif. C'est pas le sujet aujourd'hui non plus. En animalier, c'est un transstandard, le 100-300. Oui, tu as raison. Ok, allez, on clôture le Flash Actu là-dessus.